Bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Alors, je suis ravie de cette collaboration avec le DOC. Je salue Benjamin Théoul et François Barès qui va co-animer ce débat avec nous. Nous sommes deux médias en ligne et nous avons évidemment plein de choses en commun. Notre but aujourd'hui, c'est de faire un débat sérieux, sans esbrouf, argumenté sur un sujet, la culture, qui est un sujet assez complexe, sur des questions politiques culturelles qui ne sont pas toujours très bien maîtrisées par les élus. Et puis le choix aussi de parler de la culture qui est la grande oubliée de ce scrutin municipal. On verra pourquoi. Un parti pris très clair, c'est d'inviter les 3 têtes de liste femmes. Alors c'est pas du sexisme inversé, c'est de se dire dans le droit fil d'un débat sur la parité dans la culture que nous avions organisé en mai l'an dernier avec Loco, qu'il y avait peut-être une parole à extraire, à protéger, à incarner et qui émanait des femmes. Votre sentiment, pour démarrer juste là-dessus, avant de parler uniquement de culture, Coralie, Clotilde Ollier, je ferai la présentation après. Clotilde Ollier, c'est quoi la place des femmes là, dans ce scrutin municipal? Alors sur ce choix de faire ce débat-là, oui, je pense que ce qui est fou, c'est que si on était dans le sens inverse, personne ne se poserait la question et on n'aurait même pas le débat. Et je trouve que oui, c'est important. Ça devrait ne pas être un sujet. Malheureusement, on sait bien que c'en est un, puisque l'égalité entre les femmes et les hommes est bien loin d'être atteinte, que ce soit sur le plan salarial ou sur la vie de tous les jours, ou sur la place qui est laissée aux femmes, en tous les cas, dans la cité, dans cette société. Et c'est important, c'est un vrai sujet à part entière, bien sûr. Alain Cadoulin, votre sentiment d'être une femme candidate dans un scrutin de combien de 13, 14 listes, 3 femmes seulement. Il y a des femmes à Nantes, par exemple. Il y a eu un débat à Midi Libre avec seulement des hommes. Il y a du boulot, non, un peu? Oui, il y a du boulot, effectivement. Après, je pense que Clotilde et Coralie seront d'accord avec moi, on n'est pas là pour faire les mascottes féminines de cette campagne, mais on sort d'un... Voilà, nous, depuis le début à Nous Sommes, on se bat pour la féminisation de la politique, c'est-à-dire non seulement la parité en politique, mais surtout le changement des pratiques. Et cette campagne, elle a été aussi marquée beaucoup par des rapports de force, la compétition, de la hiérarchie. Et c'est ce qui aussi gangrène la manière dont on fait de la politique en général sur Montpellier. Et qu'il faut aujourd'hui, il faut vraiment changer ça pour les 6 ans à venir. Coralie Mention? Bah oui, il y a un vrai problème qui serait obligé d'avoir une liste paritaire pour avoir une égalité dans les institutions, c'est un problème. On ne devrait pas y avoir cette loi. D'office, naturellement, on devrait avoir la parité dans les institutions. On en y arrive là, c'est malheureux, mais bon voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir la place des femmes. Moi, je ne suis pas candidate parce que je suis une femme, mais je suis candidate parce que je suis écologiste avant tout. Et c'est ce que je représente, l'écologie, pas le fait d'être une femme. François, j'aurais dû le faire avant de te donner la parole, il faudra les présenter. Je pense qu'elles sont connues, toutes les 3, on va quand même les présenter un peu mieux, que je présenterai ce qu'on appelle les professionnels et le principe de les réunir, je t'en prie. D'accord. Merci d'être là, d'abord. Dans l'ordre alphabétique, Alain Cadoulin, vous avez 30 ans, vous êtes animatrice de réseau, vous faites de l'accompagnement de projets d'énergie renouvelable, et vous êtes donc tête de liste Nous Sommes, qui est un mouvement municipaliste qui est apparu il y a 2 ans. Voilà. On est ravis de vous avoir autour de la table. Coralie Mention, vous avez 40 ans, je ne me trompe pas. C'est pas le plus facile à connaître, vos âges quand même, quand on fait vos bio. Vous êtes architecte, vous êtes spécialisé dans l'habitat insalubre et la précarité énergétique, et vous êtes celle donc Europe Écologie Les Verts a choisi pour mener la liste Choisir l'écologie pour Montpellier. Clotilde Ollier, vous avez 46 ans, vous êtes infirmière et formatrice, et vous êtes la tête de liste Écologie en commun. Voilà, alors nous vous avons proposé de dialoguer, non pas dans cet entre-soi des candidats, comme c'est souvent la figure imposée actuellement, mais de dialoguer avec des professionnels. On n'écoute jamais, à mon avis, assez le monde culturel, il a une expertise, un ressenti. Et donc, on vous propose de dialoguer avec Mathieu Lambert. Il a eu plein de casquettes, Mathieu Lambert, donc c'était le Garage électrique, un lieu ressource pour la musique, c'était La Tendresse, une coopérative culturelle. Aujourd'hui, il est là en tant que président de Victoire 2, c'est ça, Mathieu? Tout à fait.
Donc les 2 autres, c'est terminé. Vous êtes consacré à cette salle de musique actuelle sur laquelle d'ailleurs on aura beaucoup à dire, je pense. Absolument. J'ai eu une activité syndicale aussi pendant assez longtemps, parce que j'étais délégué régional du syndicat des musiques actuelles. À ce titre-là, j'ai siégé au COREPS, donc le comité régional des professions du spectacle et de l'audiovisuel. Et une activité fédérale, puisque avant la fusion des régions, nous coordonnions le réseau de coopération des acteurs de musique actuelle, qui a fusionné avec son pendant midi-pyrénéen pour devenir Octopus, la fédération des musiques actuelles en région Occitanie. Merci. À côté de vous, Sandrine Lelétayer. Alors Sandrine Lelétayer anime avec Laurence Dubar la compagnie Dorée, qui est un travail autour du clown. Et elle est aussi déléguée Occitanie du SINAVI, syndicat des arts vivants, syndicat national des arts vivants, qui est un syndicat d'employeurs, principalement de compagnies, c'est ça ? Oui, principalement, en tout cas de structures de production, et il y a des lieux aussi. Donc ça veut dire théâtre, danse, Théâtre, danse, voilà. Tout ce qu'on appelle les arts vivants. Tous les arts vivants. Stéphane Delon, figure du théâtre à Montpellier, Oui. formé au Conservatoire d'art dramatique. Oui. Et vous avez, dans votre dernière création, j'aime beaucoup, Assemblée générale pour les besoins de l'âme. Alors là, c'était en tant que comédien, et sinon en tant que metteur en scène, c'était Mélancolia qu'on avait joué ici dans la région. Voilà. Et engagé. Oui, alors, plutôt engagé. Oui. vous avez créé un collectif qui s'appelait le groupe Idée, puis une structure nouvelle avec Mathias Beller, qui Oui. sont des expériences qui, je pense, étaient une forme d'engagement. Absolument, une structure nouvelle qui existe toujours. Et puis voilà, on s'est rencontrés. Je crois que ce qui a fait tilt avec moi, c'était que j'avais participé, comme tant d'autres, au mouvement des intermittents, Ouais. la CIP, quand on avait occupé le théâtre des 13 ans, enfin à l'époque, comment ça s'appelle déjà merci de m'aider. HTH, humain contre humain, j'ai oublié, voilà. On avait occupé ce théâtre voilà, pour défendre l'intermittence. Mais vous m'avez dit ne pas vouloir être là ès-qualité. Non, du tout. Alors, d'autant que ça serait mentir. Non, c'est beaucoup mieux que je sois là en tant que moi-même, comédien, metteur en scène. C'est déjà bien. Très bien. On François Ferrari. excuse, Oui, mais ça je nous t'en arrange en fait qu'il ne soit pas là, parce que ça aurait détruit l'équilibre, 3 professionnels et 3 politiques. On excuse le Syndéac qui aurait dû être là, qui ne peut pas être là, qui nous a envoyé le questionnaire qu'il a adressé à l'ensemble des candidats et des candidates, donc vous avez pu voir passer dans vos boîtes mail, et j'en parlerai à un moment, ça, elle pourra rebondir, Sandrine, sur celui du SINAVI. Ton édito, Françoise, pour poser un peu les enjeux de ce débat. Posons. Il fut un temps pas si lointain où si on avait organisé un tel débat à l'approche des élections municipales, d'abord tout le monde se serait battu pour venir. Nous aurions dû faire ça dans une grande salle, avec plusieurs dizaines de sièges, voire même plusieurs centaines de sièges. J'ai la mémoire de ces grands raouts sur les politiques culturelles municipales. C'était un temps pas si lointain. 2008, le dernier grand round municipal où la culture était prédominante à la fois dans le débat et dans le discours des candidats. Ce n'est plus le cas. J'ai passé de longues heures, j'ai fait beaucoup de benchmarking dans ma vie sur les candidats, les propositions, tout ça. Jamais je n'en ai eu un aussi épuisant que celui que j'ai fait ces derniers jours pour présenter ce débat. Il faut aller chercher tout au fond des programmes les choses qu'on peut essayer de glaner. La culture n'est plus une priorité municipale. C'est un fait. Le temps n'est plus à proclamer l'ambition culturelle de la ville. On estime très certainement que l'ambition culturelle est là, que l'appareil est là, les outils sont là, et qu'on n'a plus à délivrer une vision. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois dans le discours. Alors, on ne va pas traîner longtemps là-dessus, je veux juste éclairer, avant que les professionnels ne parlent, par quelques chiffres ardus. On assiste depuis 2008 à une baisse des crédits publics culturels. Ça a commencé par l'État. Il y a eu toute une période où on s'est dit les collectivités territoriales freinent
la baisse de l'État, c'est merveilleux, parce qu'effectivement, elle continuait peu ou prou à augmenter. Depuis 2012, tout le monde est en stagnation de ses crédits culturels ou en baisse de ses crédits culturels, hormis des mouvements de vases communicants qui font que telle compétence qui était à la région est passée au département ou l'inverse, et telle compétence du département est passée à la métropole. Mais l'enveloppe globale est en baisse, globalement de 10% depuis ces 3 dernières années, après une vraie chute de 30% de 2012 à 2015-2016. Ce qui ne cesse d'inquiéter les professionnels qui nous interpellent relativement souvent là-dessus. Alors on a effectivement ces mouvements-là, à Montpellier c'est très net, on a un transfert du budget culturel de la ville vers la métropole. Depuis 2014 il s'est accéléré. Montpellier a toujours été une ville qui gérait beaucoup d'équipements culturels, enfin une métropole qui gérait beaucoup d'équipements culturels. C'est le cas d'à peu près toutes les métropoles aujourd'hui. Mais ceci dit, dans ces mouvements de transfert, on n'est pas à somme égale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit généralement que dans le transfert, la ville perd un peu plus que ce qu'elle a transféré, ou qu'en tout cas le budget qui devrait lui rester une fois le transfert effectué n'est pas exactement le budget qui restait avant, quand elle avait l'équipement. À Montpellier, on est tombé relativement bas pour ce qui est du budget culturel de la ville. On est aujourd'hui à 13 millions sur la ville, c'est-à-dire 10 millions de fonctionnement et 3 millions d'investissement. Et dans les 10 millions de fonctionnement, on est à 3 millions de salaires. Ça représente 3% du budget de la ville. Il fut un temps où on était à plus de 12%. Quant à la métropole, elle met en 2019 84,5 millions d'euros culturels, 61 millions d'euros en fonctionnement, dont 26 millions de salaires, et 23 millions d'euros d'investissement en 2019, ça représente 8% du budget de la métropole. Et les deux cumulés, ville et métropole, c'est 6% des budgets. On était à 18% en 1998. Alors certes, les budgets ont beaucoup augmenté, mais le budget culturel, force est de constater qu'il n'a pas augmenté à la force des budgets généraux. Et on est essentiellement aujourd'hui, partout en France, sur ce même phénomène, et qui en pâtit principalement? L'action culturelle et l'aide aux compagnies. Et on sait, toutes les compagnies montpelliéraines nous le disent, la part de la subvention ville dans notre fonctionnement est devenue extrêmement réduite. Alors à Montpellier, il n'y a pas eu une baisse tant que ça dans les subventions, mais par contre il y a eu une multiplication des destinataires, des bénéficiaires. On appelle ça en politique publique du saupoudrage. Plus on a de destinataires, de bénéficiaires, et plus les montants sont petits, et donc plus le montant a peu d'importance dans le fonctionnement en fait, de la compagnie. Et puis l'action culturelle qui a énormément baissé, en partie parce qu'on a transvasé une partie de cette action culturelle dans les TAP, c'est-à-dire l'éducation artistique, le temps périscolaire, que l'on a un peu de tout. Voilà. Ce qui explique, mais on verra après, que peut-être c'est une des explications sur le fait que la culture n'est plus cette priorité. Et on vous le disait, on a choisi d'avoir 3 candidates. Je n'ai pas encore reçu de texto, mais Valérie non plus, de candidats absolument offusqués de ne pas être là. Si on n'avait pas fait ce débat, je pense que personne ne l'aurait organisé. On leur enverra la vidéo. Alors sur ce débat, il y a 2 grandes parties, c'est très simple. Le bilan Sorel, le bilan du mandat de Sorel, il faut quand même le faire. C'est peut-être le point de départ de quelques-unes de vos propositions, logiquement. Et puis la deuxième partie, justement, les propositions qui émanent, François les a regardées, il y a quand même eu quelques propositions. Alors, sur le mandat Sorel, on va vous donner la parole, il y a une liste paradoxale d'une forme d'extension du domaine de la culture avec le transfert de la compétence département-ville à Montpellier, qui a vu hériter
d'une série de festivals importants, du nord du domaine d'eau. Le parc culturel s'est consolidé, le nouveau conservatoire à 45 millions d'euros, le MOCO, qui est un peu le totem de ce mandat, et en effet une situation de volontarisme résiduel qui tranche avec la perception, je pense, par la communauté culturelle de Philippe Sorel, qui est globalement assez impopulaire dans le monde de la culture, mais Georges Frêche l'était aussi, c'est aussi une constante. Quelle est votre... Une autre chose, quand il arrive en 2014, le candidat Sorel promet que c'est la fin des divas. Comme prescripteur principal de la culture, je crois qu'aujourd'hui on peut dire que le système des divas est parfaitement en place à Montpellier et le fonctionnement même de la culture. On va commencer par Clotilde Ollier. En gros, le mandat, le bilan du mandat de Sorel. Mais écoutez, je crois que le bilan de Philippe Sorel, en ce qui concerne la culture, ressemble un petit peu au bilan de Philippe Sorel sur l'ensemble des sujets, en tous les cas, sur lesquels il a dû se prononcer, travailler et ne pas travailler en équipe. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a changé 4 fois d'adjoint à la culture, ce qui montre qu'il y a eu des véritables soucis dans l'équipe municipale. Et quand il n'y a pas de lien, quand il n'y a pas d'entente, quand il n'y a pas de travail en équipe derrière, ça pose de véritables soucis. Ce que ça entraîne aussi, c'est qu'on avait des talents sur Montpellier. On avait des personnes qui avaient des véritables compétences, qui souhaitaient travailler et faire avancer ce milieu de la culture. Alors je ne les citerai pas tous, mais quand on parle de la Comédie du Livre, par exemple, qui au départ était une animation de ville, qui a eu une reconnaissance qui est devenue même française et puis même mondiale. On a reçu de très bons auteurs. Et puis au final, pour que tous ces gens-là s'en aillent, partent, qu'on les chasse, d'une façon ou d'une autre, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé sur beaucoup de domaines à Montpellier. On avait des talents, on avait des gens compétents pour porter les choses, qui les portaient bien. L'Agora des Savoirs ou d'autres sujets que vous connaissez bien, puisque vous êtes des experts dans ce domaine, en tous les cas, tous et toutes. Et je crois que savoir travailler avec des gens de talent, savoir les garder, savoir les accompagner, et puis garder une équipe stable pour pouvoir avoir un interlocuteur, une interlocutrice, en tout cas à la mairie, qui soit à l'écoute et qui connaisse le sujet, c'est plus qu'important, c'est primordial. Parce que s'il n'y a pas ce lien-là, il n'y a rien qui peut se construire. Alors, on parle de Philippe Sorel, mais je ne sais pas de combien de temps je dispose pour pouvoir m'exprimer. Pas pour vous, hein. Pas de souci, sinon. Non, ce que je veux dire, c'est que on a une ville qui est magnifique, on a une ville incroyable. Oui, je regrette ce qui se passe. Je regrette ce qui se passe parce que je suis sur Montpellier depuis longtemps. J'ai connu cette époque où j'étais un petit peu plus jeune. J'ai connu la scène rock à Montpellier il émergeait des talents fous, des groupes de rock qui sont devenus connus dans toute la France. Alors ceux qui ont plus de 40 ans comme moi se souviennent d'OTH, des Shérifs. Enfin, on a fait émerger à Montpellier, on permettait l'émergence de nouveaux talents partout. Alors je parle de la musique, mais dans d'autres domaines. En tout cas, il y avait la culture vivait. Alors il y a tout type de culture. La culture, c'est quelque chose d'extrêmement large et de brosser la totalité des thématiques, c'est difficile en peu de temps. Mais en tout cas, ce que je ressens de la place où je suis, c'est qu'il existait des choses et des événements pour tout le monde. C'est-à-dire des personnes qui veulent du théâtre, de l'opéra, et puis ceux qui veulent du rock, qui veulent de la scène, des jeunes qui veulent des choses plus dynamiques. Et j'ai le sentiment qu'on a coupé, qu'on a verrouillé ces talents. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a plus l'émergence justement de toute cette jeunesse qui veut créer, qui veut renouveler, J'ai le sentiment qu'on les a arrêtés dans leur course. Et tout ça s'analyse. En tous les cas, Philippe Sorel n'a pas réussi à raccrocher le wagon. Et j'ai quelques exemples. Hein. Je discutais, c'était hier soir avec Guillaume Salançon, que vous connaissez peut-être, avec qui on a passé pas mal de temps, puisque je voulais comprendre pourquoi
pourquoi il avait organisé cet énorme festival à Sète, alors que c'est un amoureux de la ville de Montpellier. Et quand j'ai discuté avec lui, il a été clair, il m'a dit « mais j'aurais adoré organiser ce festival incroyable, une semaine, 45 000 visiteurs, c'est de l'électro ». Voilà. Typiquement, c'est des événements qui attirent beaucoup de jeunesse, qui nous font venir de la jeunesse, et c'est typiquement la population de Montpellier, c'est une population jeune, dynamique, étudiante. Mais il est parti à Sète. Et donc j'ai voulu discuter avec lui pour comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait décider de partir à Sète alors qu'on était à Montpellier, qu'on aurait souhaité le faire à Montpellier. Voilà. Il m'a clairement expliqué que ça n'avait pas été possible et qu'il a été obligé de se tourner vers Sète pour créer ce festival incroyable qui marche extrêmement bien. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais des sujets comme ça, il y en a beaucoup et il faut trouver le moyen de permettre à toute cette dynamique, toute cette envie de créer, de pouvoir le faire, en tout cas, de pouvoir émerger. Et c'est vraiment la compétence d'un maire, quand il travaille en équipe, c'est justement de bien s'entourer pour pouvoir permettre à tous ces talents, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans la peinture, la culture, le théâtre, de pouvoir émerger et de créer des choses nouvelles. Très bien, merci. Alain Cadoulin, le mandat Sorel, quelle est votre analyse ? Alors on sort d'un bilan, je pense, de 6 ans où il n'y a pas eu vraiment de vision en fait, politique sur la culture, ou alors une vision qui est toujours la même, qui est celle d'utiliser la culture à des fins en fait, d'attractivité, qui est en fait instrumentalisée comme souvent pour avoir une belle vitrine. C'est la culture vitrine qu'on a reproduit pendant ce mandat et dont on connaît aujourd'hui les limites sur Montpellier. Parce qu'effectivement... Donc une culture vitrine. Voilà, c'est ça, c'est le principe, c'est qu'on soutient toujours les grosses infrastructures. On est dans une logique où on veut faire de la culture pour surtout faire venir des touristes ou faire venir des cadres supérieurs. On fait venir des belles têtes d'affiche dans ces infrastructures culturelles, mais derrière, ça ne permet pas forcément, de faire émerger effectivement une scène montpelliéraine, une scène artistique. Et aujourd'hui, on a besoin, dans plusieurs domaines, de faire émerger cette scène-là. Et elle est aujourd'hui bridée parce qu'on n'est pas en soutien de cette scène. Et c'est aussi toujours une culture qui n'irrigue pas dans les quartiers. C'est toujours une stratégie culturelle qui ne sert pas en fait la pratique aussi amateur ou semi-professionnelle. Et donc c'est toujours cette culture des grandes infrastructures. Nous on pense qu'aujourd'hui il faut un rééquilibrage en fait. Il faut toujours, faut s'appuyer sur nos acquis. Effectivement Montpellier est connu pour des grands projets culturels, des grandes infrastructures. Il faut s'appuyer éventuellement là-dessus, ce sont nos acquis. Mais il faut aussi aller plus loin. Et c'est ce qui a vraiment marqué ce mandat, c'est un manque de vision, un manque de courage. Et ce que nous on souhaite changer après. Pour Alimentation, votre analyse du mandat Sorel ? En effet, une grosse partie des subventions est allée aux gros festivals, les gros festivals d'électro ça amène du monde, mais ça a tué un peu tous les petits festivals et justement qui amène la diversité culturelle. Donc c'est ça qui manque, c'est justement répartir un peu ces subventions sur les petits festivals et pas subventionner tous les gros festivals. Il y a eu la ZAT aussi, moi je me souviens des premières années de ZAT où il y en avait 2 par année. Et c'est des travaux culturels qui étaient faits in situ, si je peux dire, sur le site. Je parle par exemple à la ZAT de la Mosson, qui avait été vraiment fait, adapté au quartier. Et on se retrouve maintenant avec des ZAT enfermés dans des parcs qui n'ont plus ce contact avec le quartier comme ça l'était au départ. Ensuite, vous parliez du MOCO. Alors moi, je suis petite fille et fille de pieds noirs, donc c'est vrai que ce musée au départ qui devait être pour l'histoire de la France en Algérie, je trouvais au départ que c'était une bonne idée justement parce que c'est quand même une grande partie de l'histoire de la France. Donc c'est tombé à l'eau, c'est comme ça. Maintenant on a le MOCO, je pense que c'est trop tôt pour en faire le bilan. Peut-être attendre qu'il y ait au moins une année d'activité pour voir un peu ce que ça donne, le nombre de visites. On est un peu flou sur le nombre de visites. On ne sait pas trop exactement, mais bon, apparemment on en est loin, en tout cas des objectifs qui avaient été donnés au départ. Donc à l'heure actuelle sur l'art contemporain, on a la Panacée, on a des salles au musée Fabre. Donc voilà, il faut voir avec le MOCO, le musée Fabre, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que vraiment 3 salles c'est utile pour l'art contemporain, donc il faut faire un bilan de ça, faire un état des lieux, voir où on en est sur l'art contemporain. Et surtout toutes les salles qu'il y a à Montpellier, le pavillon populaire pour la photo, etc. Donc je crois que la première chose à faire, c'est de faire un bilan de toutes ces salles qu'il y a à Montpellier, que ce soit pour l'art pictural, l'art contemporain, pour le théâtre, pour le cinéma, etc. Voir où on en est, ce qu'il faut faire, parce qu'on a un peu toute cette compétition entre les collectivités quand même, parce qu'on a toutes ces salles qui ont été construites, je pense par exemple à la Passerelle à Jacou,
qui du coup, chaque village a voulu son théâtre, sa salle pour des représentativités, mais du coup c'est un coût, le maintien de ces salles, de personnel et de maintenance, et donc du coup qu'est-ce qui reste pour la création? Donc quand on multiplie comme ça le nombre d'infrastructures, il reste peu de budget pour la création. Donc voilà, est-ce que vraiment c'était utile qu'il y ait autant de salles sur tout le territoire, et du coup qu'il y ait cette guerre entre les collectivités, chacun veut sa salle. Je reprends la passerelle qui se retrouve avec qu'est-ce qu'il y a vraiment comme spectacle? Il y a peut-être 5 ou 6 dans l'année, et tout le reste, c'est pour les associations. Alors c'est bien que les associations aient une salle, mais est-ce qu'elles avaient besoin d'un théâtre aussi conséquent pour des associations, pour les activités amateurs? Voilà, c'est la question à se poser. On reprend aussi le bilan du domaine d'eau, divisé en deux, parce que le département et la ville n'arrivent pas à s'entendre. C'est quand même un peu déplorable d'avoir dû couper ce domaine d'eau en deux. Voilà. Est-ce que vraiment il y a besoin de se chamailler entre collectivités? Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Voilà. C'est le bilan de Philippe Sorel de s'être coupé de toutes les autres collectivités, des autres institutions, et de faire cette guerre, alors que non, il faut travailler ensemble. François, tu as une analyse sur ces trois premiers ressentis? Je note vos temps de parole pour qu'il n'y ait pas un gros déséquilibre, même si on ne va pas faire ça comme... Oui, c'est un ressenti, on l'a dit nous dans la présentation du débat, le bilan de Philippe Sorel en matière culturelle, c'est un bilan d'abord d'équipement. On a construit, reconstruit, on a effectivement construit un réseau de salles, la métropole a construit un réseau de salles dans les communes de la métropole. Effectivement, on n'a pas une programmation... on nous a bien dit au départ que ça soit le chiasma, la passerelle, il y en a beaucoup, il y aurait une programmation de la métropole, elle est très faible. On a eu l'impression de se retrouver dans les années 90 où chaque bourg-centre voulait sa salle de théâtre, voulait transformer sa salle des associations en salle de théâtre avec un vrai cadre de scène, des loges, et puis que finalement ça servait 4 fois par an, et encore parce qu'on avait une scène nationale qui poussait des... Est-ce que c'est très mal ça que les communes s'équipent en culture? Non, compte tenu de la concentration métropolitaine qui est un thème, je crois, qui est bien sûr. Où nous sommes, a priori c'est vertueux. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les années 2000. La demande est légitime. C'est le fonctionnement qui interroge toujours. C'est-à-dire que... On fait des murs, quoi. Voilà, on fait des murs, et effectivement, Philippe Sorel a fait des murs. Il a fait des murs, il a refait les murs du MoCo pour quelques millions de plus. Il a déménagé le conservatoire, il déménage le conservatoire pour plus de millions qu'il n'en pensait au départ. On a un vrai bilan d'équipement, mais pour le coup, la politique culturelle, elle, n'a pas énormément varié. Effectivement, tu le disais en introduction, on a toujours de grandes institutions culturelles qui vivent toujours en relative autonomie par rapport à la puissance publique. Et en baronnie, il faut le dire. Et avec de vraies questions qui... voilà, on va l'aborder. Il y a des questions qui courent depuis, pas seulement ce mandat, depuis le mandat d'avant, sur la longévité des institutions et des projets. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision en politique? C'est un peu la tarte à la crème de la politique culturelle. Il faut avoir une vision. C'est très compliqué d'avoir une vision. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir une vision en politique culturelle? Là, je m'adresse aux candidates. Pas de souci. Alors, avoir une vision en politique sur la politique culturelle, mais comme sur d'autres politiques, c'est déjà faire un état des lieux. Ça ne fonctionne pas quand on veut copier une autre ville qui aurait fait quelque chose. Ici, on n'est pas à Paris, on est à Montpellier. Et vouloir y installer un musée d'art contemporain, c'est compliqué et on voit que ça a des difficultés à prendre. En tous les cas, c'est ce que je ressens quand je discute avec les uns et les autres sur la vision qu'ils ont de tout ça. Ce qu'on porte et ce que je porte, c'est de donner du sens. Quel est le sens qu'on veut donner à la politique culturelle de Montpellier? C'est faire le sens entre notre histoire, c'est-à-dire la faculté de médecine, le jardin des plantes, la recherche. Montpellier qui est première. Alors il y a un classement mondial de toutes les universités qui va classer les meilleures recherches dans certains domaines. Dans le domaine de l'écologie, la première université au monde, c'est celle de Montpellier.
qui est classée première dans ce classement. Au classement de Shanghai. Exactement, classement de Shanghai. La deuxième, c'est Oxford. Mais la première, c'est Montpellier. À Montpellier, on fait de la recherche, on fait de l'écologie. On a une histoire du patrimoine montpelliérain qui est liée à tout ça, et puis tout s'arrête. C'est pour ça que ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un palais de la découverte. Un véritable endroit où on puisse justement ressortir les magnifiques collections. Il y a un herbier incroyable qui se cache, qui est dans les sous-sols de la faculté des sciences. Il y a des instruments qui datent de plusieurs centaines d'années. Il y a énormément de matière pour faire un musée incroyable, mais ça ne serait pas qu'un musée. Ça serait aussi un lieu où il y aurait des salles de conférences. Une salle de conférence de 500 places, pour pouvoir y débattre, mais aussi une grande salle de conférence de 1000 places, où on aura la possibilité justement de faire venir des chercheurs du monde entier. On construira en fait à Montpellier, dans le domaine de la recherche, de l'écologie, ce qui nous permettra de créer justement toute cette matière pour faire l'écologie de demain. Ce palais de la découverte qu'on souhaite créer, il sera aussi ouvert pour les enfants, pour les écoles, pour les personnes qui souhaiteront venir avec leur famille, le visiter, avec des choses complètement interactives. Et on pourra le lier justement au Jardin des Plantes qui est juste en face, en travaillant avec des associations, faire le lien entre toutes ces personnes et créer une véritable dynamique écologique. Les touristes qui viennent sur Montpellier, ils restent environ 1,23 jours. En fait, ils restent une journée et quelques heures sur Montpellier. Il faut créer sur Montpellier des endroits où les gens puissent venir pour quelque chose. Et faire ce palais de la découverte, ça a un véritable sens pour nous. Et c'est ce qu'on veut porter. Donc la culture scientifique, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision en matière de politique culturelle à Montpellier ? Avoir une vision, c'est avant tout avoir des... je pense qu'il faut l'illustrer par des exemples concrets. Et par exemple, pour prendre, quand tout à l'heure je disais, Sorel n'avait pas vraiment de vision, en tout cas il a continué dans le chemin de ses prédécesseurs. C'est sur le MoCo, voilà, c'est un de ces rares projets où qu'il peut mettre à son bilan sur la culture, et pour nous c'est une occasion ratée aujourd'hui sur le MoCo Hôtel des Collections. Pourquoi ? Parce que donc je vais préciser, déjà parce que c'est un hôtel où il n'y a pas de collection permanente, et en fait c'est un lieu pour nous, vu sa situation, on aurait pu faire autre chose, et nous ce qu'on propose c'est de revoir un petit peu le projet artistique de ce lieu. On pense par exemple qu'il y a le 104 à Paris, par exemple, ce sont des exemples où on pouvait mieux allier à la fois production culturelle, diffusion, lieu de convivialité, et donc ce modèle des tiers-lieux culturels, il fonctionne, et on pense qu'à Montpellier, effectivement, on pourrait aller vers plus ce type de projet, parce que ça répond mieux aux besoins de la population, des populations, et je crois que c'est ça dont les Montpelliérains et les Montpelliéraines ont besoin, c'est aujourd'hui des lieux de culture dans lesquels ils se sentent être les bienvenus, et dans lesquels aussi les artistes et la scène montpelliéraine peut tout simplement produire des choses et puis trouver des endroits pour les diffuser. Et donc ça, c'est vraiment pour illustrer concrètement, nous, notre vision de la culture, c'est une culture au service des habitants et une culture au service des artistes montpelliérains qui ont besoin de plus d'espace. Vous avez un problème avec l'art contemporain ou... Non, aucun. C'est avec le projet MoCo lui-même? Non, c'est tout à fait pertinent qu'il y a des espaces pour l'art contemporain. C'est juste qu'on pourrait étoffer ça avec d'autres formes de pratiques émergentes sur la culture. Montpellier, par exemple, est très connu sur le street art. On pourrait aller plus loin, on pourrait aller sur le hip-hop, on pourrait aller sur la scène. Donc c'est tout ça en fait aujourd'hui qui manque. On tombe souvent dans les mêmes travers, dans les mêmes projets culturels qui sont peut-être adaptés à une forme d'élite, mais qui n'est pas forcément celle dont nous avons besoin en tant qu'habitantes et habitants. D'accord. Coralie Mention, qu'est-ce que c'est d'avoir une vision? Dans quel sens vous voudriez aller? Une vision, c'est avoir un objectif et voir quels moyens on y met, comment on y arrive. Nous, la vision de l'objectif de la culture, c'est la disséminer partout dans la ville de Montpellier, la diffuser, qu'on la retrouve un peu dans tous les quartiers, qu'elle soit accessible à tout le monde. Et là, comment on y arrive? En puisant sur les ressources de la ville de Montpellier, c'est ça aussi l'écologie, c'est puiser dans les ressources, qu'est-ce qu'on a, faire le bilan de ce qu'on a, de nos compétences, et les multiplier, s'en servir. Donc il y a plusieurs, les ressources, c'est les lieux déjà, de savoir qu'est-ce qu'on en fait, et ensuite déjà sur quels sont nos points forts, point de vue culturel. On a évidemment tout ce qui est notre culture, tout ce qui est universitaire, notre patrimoine universitaire, puis il y a le Festival des fanfares. Je pense que c'est un festival qui est quand même assez reconnu internationalement, des fanfares qui viennent de partout, qui veulent venir, qui viendraient presque gratuitement venir tellement
c'est un festival qui est beaucoup apprécié, que les gens aiment faire. Mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas multiplier ce genre d'activité, la musique partout, dans toutes les écoles? On a justement ce temps périscolaire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on amène la culture dès le départ, la musique dans ce temps-là? Et pourquoi on ne ferait pas des fanfares, des chorales dans toutes les écoles dans ce temps périscolaire pour amener dès la petite enfance, dès qu'on est tout petit, de la musique, que chacun ressorte de l'école en ayant eu un instrument de musique dans ses mains et se dire tiens voilà, on sait tout ce que peut apporter la culture, que ce soit musicale, artistique, picturale ou autre. Voilà, c'est une manière de s'exprimer. Et voilà, développer ça pourrait être aussi un moyen de faire rayonner Montpellier, parce que c'est peut-être ça qui manque, un gros festival à Montpellier qui rayonne internationalement. Il y a par exemple, il y a Montpellier Danse un peu quand même. Oui, il y a Montpellier Danse. Mais, alors justement, Montpellier Danse, est-ce que vraiment tous les gens de tous les quartiers ils vont à ce festival? Est-ce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui y vont? Est-ce que c'est vraiment développé? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est toujours le même type de public qui va à ce genre de festival. Alors, c'est vraiment une demande de culture pour tous, si on résume. Alors maintenant, avant de détailler vos propositions dans une seconde séquence, on va demander à Mathieu Lambert, à Sandrine Métayer et à Stéphane Delon de nous dire à la fois ce qu'ils ont ressenti des propositions des candidates, comment ils les analysent, et leur propre vision du mandat du bilan solaire. Mathieu, c'est compliqué, allons-y. Alors sur le bilan, je pense que les choses ont déjà été dites. Musique actuelle. Alors, sur les musiques actuelles, donc le domaine que je connais le mieux, le fait est que ce n'était pas la priorité de l'actuelle équipe. C'est verbalisé comme ça, et ils me l'ont dit comme ça. D'accord, c'est assumé. C'est assumé. Juste un exemple, il existait juste à une époque récente une ligne de budget qui s'appelait le Fonds d'aide à la création musicale, qui permettait d'aider chaque année une dizaine de projets. Dans une dynamique professionnelle, c'est pas quelque chose qui coûtait très cher à la collectivité, c'était à peu près 30 000 €. Et il s'est passé ce que évoquait François très justement, c'est-à-dire qu'au départ, c'était réparti sur une dizaine de projets. Donc 3 000 € sur un projet qui émerge, qui démarre, ça peut être un petit coup de pouce. Mais si on divise ce petit pactole en 50, ça ne rime plus à grand-chose donc d'aider quelqu'un avec 800 €. Donc on a saupoudré, et puis au bout d'un moment, on a carrément supprimé la ligne. Comme ça, les choses sont plus simples et plus claires. Donc voilà, les musiques actuelles, on ne peut pas dire que ça a été la grande priorité. Donc voilà, après sur la culture, si je prends une focale un peu plus large, je pense qu'effectivement les choses ont déjà été dites, c'est-à-dire illisibilité, puisqu'on a eu une valse des élus et à un moment donné, Victoire 2 par exemple, on est à Saint-Jean-de-Védas, donc on doit dépendre du VP Culture de l'agglomération, mais parfois on était en dialogue avec l'élu de Montpellier, puis après on nous a dit mais non mais en fait ça va fusionner les services, donc des fois c'était l'un, des fois c'était l'autre, donc du coup pour avoir un suivi, avoir un interlocuteur qui soit toujours le même c'est compliqué. En fait on se rend compte sur les 6 ans qu'on a eu plein d'interlocuteurs différents. Et puis on comprend assez vite que de toute façon, c'est pas là que ça se décide, c'est plus haut, donc voilà. Ensuite, je pense que ce qui est vraiment le plus remarquable sur ce mandat, c'est le fait que on est rentré dans une espèce de guerre des collectivités, et on en souffre nous directement, équipe. Alors, tout n'est pas dû à l'équipe en place. Il y a eu la loi de métropolisation, il y a eu la fusion des régions, mais tout ceci a fait une espèce de Big Bang administrativo, politico, géographico complexe, et il aurait fallu avoir un courage politique pour le coup, pour justement dépasser ça et faire en sorte que les collectivités coopèrent entre elles. Et puis évidemment, on a plutôt constater l'inverse. Donc, quand on redescend dans les petites équipes ou dans les lieux, il faut faire attention si tu as une subvention de l'un, il faut faire gaffe à ci ou cela, machin. Enfin bref, on est dans une espèce de situation quand même assez compliquée, et il serait temps qu'on retrouve des relations apaisées entre les différentes collectivités, sachant que la culture est une compétence partagée, si je ne me trompe pas.
Stéphane Delon, une petite question subsidiaire. Il y a des relations compliquées entre Philippe Sorel et les artistes. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a eu une donnée initiale, 2014, une liste du monde culturel qui soutient le candidat socialiste, presque comme un seul homme. Et puis une chasse aux sorcières qui a suivi. Ça a créé une tension particulière. Vous pensez que c'est une des raisons des relations compliquées entre les artistes et Philippe Sorel à Montpellier? J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. À l'époque, en tout cas, moi, je n'ai pas participé à ce moment-là. Je n'ai pas fait partie de liste ou quoi que ce soit. Mais cela dit, j'ai plein de copains, metteurs en scène, qui en faisaient partie et qui ont, oui, en effet, souffert du fait d'avoir manifesté leur intérêt pour un candidat qui n'était pas Philippe Sorel. Bon. C'est une sorte de jeu un peu glauque de la politique publique française. Je ne sais pas si c'est typiquement montpelliérain. Dès qu'on manifeste son intérêt pour un candidat, bah, les autres candidats nous flinguent. Voilà. Bon, ça c'est malheureux. Mais en tout cas, pour ce qui est de la relation au spectacle vivant, moi, bon, c'est un peu mon dada. Je suis comédien et metteur en scène dans le côté théâtre. Mais voilà, c'est sûr que Philippe Sorel n'a pas brillé, quoi. Son équipe ni lui n'ont pas brillé. Ça a été une sorte de continuité de ce qui se faisait de façon dégradée. On peut dire que qu'est-ce qui reste de la politique culturelle côté art vivant, bah, ça sera la ZAT. Bon, ça continue un peu. Il y a toujours, bien entendu, le théâtre Jean Vilar. Il y a eu une sorte de petit mouvement comme ça, de petit sursaut avec La Chapelle. Bon, qui vit avec quand même très peu de moyens, et puis c'est tout. Après, je ne vais pas. Après, alors, il a passé les compétences de la ville à la métropole pour les gros machins. Alors, les gros machins, c'est le Printemps des comédiens, mais c'est pas un gros machin. Donc, les acteurs locaux ne sont pas spécialement concernés par ça. Le Festival Montpellier Danse, c'est pareil, etc., etc. Radio France, voilà. C'est là-dessus, enfin, moi j'ai rien de méchant à dire contre cette équipe-là, c'est simplement que j'ai l'impression qu'ils ont géré des trucs, qu'il n'y avait pas vraiment de vision. D'ailleurs, la petite anecdote, je m'amuse à ça régulièrement et ça marche avec l'équipe de Sorel, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je regarde avant une interview où je sais qu'on va parler de Sorel, comment il parle de la création. Alors là, j'ai regardé dans le truc de Montpellier.fr. Alors Montpellier.fr, je tombe sur les lieux de la culture. Je les cite, c'est trop rigolo. Montpellier.fr, lieu de la culture. Espace Saint-Ravi. Bon. Alors donc ça c'est plutôt les arts, on va appeler ça je sais pas, plastique. Hein? Plastique. Ouais, plastique, on va appeler ça art plastique, ça va aller plus vite, voilà, pour pas faire d'erreur. Espace Saint-Ravi, puis Panacée Moco, art plastique, puis Parcours muséographique, puis Moco Hôtel Collection, plastique, puis Pavillon Populaire, art plastique, puis Carré Sainte-Anne, art plastique, puis Espace Dominique Baguet, art plastique, et enfin, Cinéma Nestor Burma, Théâtre Jean Vilar, Maison des Chœurs. Voilà, sur le site de Montpellier.fr, quels sont nommés par la ville, par la municipalité en place, les lieux de culture. Les autres ne sont pas nommés. Et puis à un moment, il y a un truc qui s'appelle lieu, j'ai noté aussi le truc, c'était marrant, événements et lieux de culture non gérés par la ville. Et là tombent les festivals méditerranéens, Montpellier Danse, Radio France, Printemps des comédiens. Voilà, je crois que tout est dit, et à chaque fois ça marche, c'est marrant, parce que je l'avais déjà interpellé là-dessus directement, et il avait été « Ah bon, ah oui, ah bon ?» Bah voilà, c'est encore pareil. Donc en fait, il y a un truc autour du patrimonial qui est important visiblement pour cette équipe, mais pas pour les arts vivants. Mais en même temps, je comprends, les arts vivants, c'est dérangeant, ça bouge, il y a des humains, il y a de la création, c'est critique, ça relève du cœur, ça relève de l'âme, c'est pas chiffrable. C'est pas chiffrable, c'est important ça. Et il voulait mettre fin au diva, et puis il a pris qui pour le Moco ? Et j'ai rien à dire contre le monsieur, hein. Rien du tout, c'est quelqu'un de très bien. C'est juste, voilà, de diva à diva. Voilà. Si je peux me permettre, tu dis que c'est pas chiffrable. J'ai le souvenir d'une ZAT où on nous a annoncé la fréquentation de la ZAT avant qu'elle ait lieu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien, bon, c'est accablant, c'était attendu. Personne pour défendre l'équipe en place, puisque le candidat d'abord est un homme et qu'ensuite il ne fait pas de débat. Donc on est tranquille.
Sandrine Lemétayer, votre bilan, votre analyse à vous. Bien, moi, je vais surtout parler de la place plutôt des compagnies et des lieux indépendants. En fait, je dirais que sur le bilan, effectivement, on voit quand même qu'il y a une primauté à la culture de prestige. Voilà. Et après, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes à Montpellier et qui sont une vraie force de création, de travail. Voilà. Et donc il faudrait pouvoir augmenter considérablement les moyens pour pouvoir aider les équipes dans leurs travaux. Parce que quand on parle de saupoudrage, je voudrais juste signaler que à un moment donné, en fait, quand les subventions elles atteignent le maximum qu'elles puissent atteindre, en fait, plus aucune équipe entrante ne peut entrer. Ça crée une sorte de chose où plus rien ne se passe. Et ce qui a créé cette espèce d'ouverture et de saupoudrage, on peut dire, en début de mandature. Mais aussi, les moyens sont insuffisants. Pour une ville comme Montpellier, il faut avoir une ambition beaucoup plus importante pour soutenir le travail de création, le travail d'action culturelle avec les habitants, le travail de recherche qui n'est financé par rien aujourd'hui, et le soutien aux lieux indépendants. Il y en a très peu à Montpellier, des lieux indépendants. C'est très étrange pour une ville aussi jeune, aussi dynamique, aussi culturelle. En fait, il n'y a pas de lieu indépendant parce que déjà le locatif est extrêmement cher. Donc pour accéder à un local qu'on va pouvoir même mutualiser ou partager et que ça devienne intéressant, on part déjà avec un très gros handicap. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ces aventures-là sont difficiles à mener pour les équipes. Et quand les équipes prennent le risque de se lancer dans ce genre d'aventure, en fait, elles sont soutenues, mais pas Enfin, elles sont soutenues pas toujours, mais quand elles sont soutenues, c'est absolument pas au niveau auquel il faudrait qu'elles soient soutenues. Donc c'est un soutien qui ne va pas engager un soutien à l'emploi, etc., etc. Il faut rappeler que pendant cette mandature, il s'est passé d'autres événements qui ont beaucoup impacté l'économie du secteur associatif et des compagnies, qui ont été l'arrêt des emplois aidés, et s'accumuler plus dans tous les financements, les aides aux compagnies. En fait, il y a eu sur les 3 premières années une baisse de 5% chaque année sur les subventions allouées. Donc tous ces événements cumulés plus la hausse du locatif fait qu'on arrive à des situations qui sont de précarisation. On est dans une situation de précarisation, et pourtant il y a beaucoup d'équipes qui font beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, beaucoup de travail avec les publics, et ce travail-là, on dirait qu'il n'a pas de valeur. Alors que c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines. Donc il y a, je pense, un manque d'ambition à cet endroit pour soutenir ce travail. Je dirais aussi... Oui, il y a la création. Oui, on parlait de la création tout à l'heure. La question de la création, on manque de lieux. On manque de lieux pour travailler. Parce qu'avant de créer quoi que ce soit ou avant d'avoir un projet, il faut quand même pouvoir travailler dans des espaces. C'est quand même étrange qu'à Montpellier, une ville aussi importante, qu'une métropole aussi importante, manque à ce point d'endroits où on puisse travailler. Il se trouve qu'à l'époque où la Vista était encore à la friche de Mimi, il y avait 3 salles de travail. Donc en fait, c'était un endroit où on pouvait à la fois, les compagnies pouvaient répéter, il pouvait y avoir de l'action culturelle, il pouvait y avoir des résidences et il pouvait y avoir de la diffusion de spectacles. Aujourd'hui, la Vista, donc, qui a été transférée à La Chapelle, n'a plus qu'un seul plateau, ce qui veut dire qu'il y a une perte sèche de lieux de travail. Après, il y a l'ouverture du théâtre du Hangar, qu'on peut quand même saluer, la réouverture du théâtre du Hangar avec ses 3 salles de travail.
Voilà, mais par rapport au nombre d'équipes qui travaillent, ça reste insuffisant. Quand on parle aussi des lieux métropolitains, par exemple, on parlait de la passerelle, qui est vraiment une très belle réalisation, en tout cas je trouve, puisque j'ai pu y travailler en résidence plusieurs fois. Et en fait, c'est des lieux qui sont formidables, mais pour pouvoir fonctionner, il faut des budgets qui soient alloués à la diffusion et à la création et à la résidence. Que ces budgets soient fléchés sur les compagnies qui y vont ou soient fléchés sur les lieux, en tout cas, là encore, il faut, pour que ces lieux aient une raison d'exister, il faut quand même travailler à ce qu'il puisse y avoir des choses intéressantes qui s'y passent. Parce que malgré tout, ces salles, quand il s'y passe des choses, par exemple, je me souviens qu'à la passerelle, à un moment, ils avaient accueilli le festival hybride. Quand il se passe des choses importantes, c'est quand même des lieux qui sont tout à fait centraux et qui peuvent arriver à fédérer beaucoup de publics très différents. Les maisons pour tous sur le maillage de Montpellier sont aussi des outils très intéressants. Il y a eu à une époque un festival qui s'appelait le cirque Tous en cirque, qui avait été à l'initiative de 3 maisons pour tous qui s'étaient associées, etc. Et c'était un festival vraiment formidable parce qu'il associait à la fois du travail de création contemporaine de cirque, avec des publics qui étaient des publics de Maison pour tous, mélangés à des publics que moi je rencontre des fois dans des lieux, à l'Opéra, à Montpellier Danse, etc. Donc c'était une vraie réussite de mixité des publics et d'accès justement à la création, aux artistes, etc. Et ces choses-là, elles ont disparu. Donc, bon, voilà, je vais m'arrêter. Oui, c'est vrai, je suis un peu bon. Mathieu Lambert. Ouais, juste pour finir, j'ai bien aimé que François, au tout début, reprenne un petit peu en repartant de 2008, parce que je pense que le fait que la culture ne soit plus une priorité politique ne date pas de l'équipe en place. Ça fait déjà un moment que les choses se dégradaient. Juste pour un exemple, l'équipe précédente, l'élu à la culture était moins bien placé en hiérarchie que l'élu à la tranquillité publique. Et je pense que tout est dit une fois qu'on a dit ça. Après, on peut en débattre des heures, etc. Mais en tout cas, ça dit quelque chose. Et effectivement, je pense que le problème majeur est le fait que les budgets de fonctionnement ne suivent pas. Alors qu'on est très fort pour trouver des budgets d'investissement, mais on n'a pas de budget de fonctionnement. Et je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'énormément plus. Mais en tout cas, si on veut être raccord avec nos objectifs, par exemple d'éducation artistique, tous les lieux devraient avoir au moins un ou une chargée d'action culturelle. Et ce n'est pas le cas. Et encore une fois, on ne parle pas de somme folle. Mais il faut plus de moyens pour que ces lieux puissent fonctionner. Stéphane Delon, même longueur d'onde sur ces... Ah oui, même longueur d'onde. Moi, je reviens sur cette idée des lieux des lieux de travail. En fait, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a un foyer de création dans le spectacle vivant très dense à Montpellier. Sans jeu de mots, pardon. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le théâtre, à la fois la danse, côté des musiques actuelles aussi. Mais quand je dis danse, il y a énormément d'intensité en termes d'envie de travail, avec des compétences. On a quand même une école nationale supérieure d'art dramatique, on a un conservatoire qui veut prendre un peu, qui veut s'épaissir. Alors, j'ai rien contre, d'ailleurs personne ne peut avoir rien contre le fait que le conservatoire, que cet équipement grandisse. Il y a visiblement un grand besoin puisqu'il y a une population dingue qui vient s'inscrire, etc. Donc là-dessus, j'ai pas trop de... On peut pas lutter contre ça, enfin, c'est bien, c'est plutôt bien ça. Mais du coup, ça signifie qu'on crée des vocations là. Et que quand on sort de ces écoles, on a envie de travailler. Et on n'a pas envie de travailler immédiatement à Paris ou à New York. Ça serait formidable si c'était le cas, mais c'est pas le cas. On veut travailler là, sur le terrain, là où on habite. C'est normal, c'est ça un artiste. L'artiste, c'est pas un mec qui est entre deux avions. Un artiste, c'est pas un type qui s'expose dans toutes les galeries du monde. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille avec celui qui le regarde. Et là où on le regarde, c'est ici. Et ici, pour nous, c'est Montpellier. Et je trouve que c'est cette chose-là. D'ailleurs, en écoutant les 3 candidates, je me disais peut-être ce qu'on a envie d'entendre chez les candidats à cette mandature, c'est
qu'est-ce que vous faites pour la connexion entre les vivants? L'artiste est au cœur de ça. Et c'est ça, moi, qui me manque. C'est super, hein, les trois orientations ont l'air très bien, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, il faudrait rentrer dans le détail. Mais en tout cas, comment ça connecte? Par exemple, comment on fait connecter les écoles avec le moment où on entre sur le marché du travail en tant qu'artiste, et les habitants, et le lieu, et l'espace, ici et maintenant? Je répète que ce sont des lieux qui manquent pour la musique, pour la danse, pour le théâtre. Il semblerait que j'oublie bien sûr toujours hein, les arts de la rue, le cirque, pardon, tous les arts vivants. Je ne vais pas m'étendre sur l'aspect art plastique ou art contemporain, non, mais uniquement parce qu'il semblerait que les deniers soient mis dedans, qu'il y ait une sorte de... Mais les gars qui sortent des beaux-arts, vous croyez que ça leur suffit le MOCO? Enfin bon, je dis ça. Voilà, c'est très difficile de tenir, je suis un peu long mais ça fait rien, de tenir les rênes de ce qui fait la vie. C'est très difficile. C'est le boulot d'un maire. Le boulot d'un maire, c'est de nous donner cette direction-là. Comment on fait pour rester vivants ensemble? Putain, il y a l'art et il y a une création dingue sur Montpellier. Allons-y, allez-y. Merci. La 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 la.